Il n'a échappé à personne que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vient publiquement de crier urbi et orbi un appel au cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Non sans avoir participé du mieux qu'il pouvait à la guerre d'Israël contre l'Iran. Il est important de rappeler que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou s'est permis d'attaquer sauvagement la République d'Iran au motif que le régime au pouvoir des ayatollahs était en train de développer sa capacité d'acquisition de l'arme nucléaire. Et que cette acquisition de l'arme nucléaire avait pour but de s'en servir pour détruire l'État d'Israël. Il est important de rappeler au monde entier que la doctrine dont s'est inspiré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, c'est une doctrine éminemment américaine qui s'appelle la doctrine du preventive war, ou encore la doctrine de la guerre préventive. Selon cette doctrine, un pays qui soupçonne un autre d'avoir éventuellement l'intention de l'attaquer un jour dans le futur aurait le droit d'attaquer par anticipation ce pays-là. La doctrine du preventive war, qui est au fondement de ce que Daniel Ganser, spécialiste géopoliticien, géostratège suisse, a appelé les guerres illégales de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est cette doctrine qui est au fondement de la pratique politique du gouvernement israélien actuel. Ils partent du principe que dès lors que vous ne les aimez pas, ils ont le droit de vous détruire. Ils partent du principe que dès lors que vous ne faites pas leurs 4 volontés, vous n'avez pas le droit d'exister. Ils partent du principe que dès lors que vous menez une politique qui est compatible avec vos intérêts et non pas avec leurs intérêts, ils ont droit de vie ou de mort sur vous. C'est la doctrine du preventive war, la doctrine de la guerre préventive. Le corollaire de cette doctrine, c'est qu'elle est la légitimation totale de la colonisation et de l'impérialisme. Car en fait, qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est l'action par laquelle une puissance envahit un pays étranger, en partant du principe que les ressortissants de ce pays étranger risquent d'utiliser les ressources de leur sol pour leur intérêt à eux, et non pas pour l'intérêt de la puissance envahisseuse. Parce que c'est ça la colonisation. Les attaques coloniales contre le continent africain sont parties du principe que les Africains ont de l'or. Ils ont de l'uranium, ils ont du manganèse, ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont du coltan, ils ont du cuivre, ils ont de l'uranium, ils ont du bois. Les Africains ont toutes les richesses dont on a besoin sur la terre. Comme les Africains risquaient d'utiliser ces richesses pour eux-mêmes, les colons ont décidé d'attaquer l'Afrique et de se partager l'Afrique pour que les richesses des Africains servent davantage aux puissances coloniales qu'aux Africains. Donc la colonisation, le principe même du colonialisme, c'est le principe de la guerre préventive. Ah, ils veulent utiliser leur pétrole pour eux-mêmes, ils veulent utiliser leur uranium pour eux-mêmes, ils veulent utiliser leur gaz pour eux-mêmes, ils veulent utiliser leur or, leur diamant pour eux-mêmes. Attaquons-les avant qu'ils ne soient capables de le faire. Emparons-nous de leurs terres, emparons-nous de leur sous-sol, emparons-nous de leurs fleuves, de leurs mers, emparons-nous même de leurs temples, emparons-nous de leurs œuvres d'art. Déshumanisons-les de telle façon que nous puissions dire, vous voyez, ce sont des sous-hommes. Par conséquent, nous pouvons en disposer à volonté. Vous voyez très bien, ils n'ont pas de temple. Vous voyez très bien, ils n'ont pas de palais. Vous voyez très bien, ils n'ont pas d'usine. Donc on crée le chaos, et à partir de ce chaos, on légitime de manière anticipée, on légitime de manière rétrospective la barbarie commise contre l'autre. C'est ça la colonisation. Mais la néocolonisation et l'impérialisme ne sont rien d'autre que la poursuite du principe de la guerre préventive.
Cette fois-ci dans le cadre de l'empire et des manipulations du droit international. Dans le cas de l'impérialisme, à partir notamment du 19e siècle, les grandes puissances occidentales, qui avaient été des grandes puissances négrières, avec leurs alliés négrières du Moyen-Orient, se partagent l'Afrique sans les Africains. 1884-1885 à Berlin. En se partageant l'Afrique sans les Africains, les grandes puissances occidentales constituent ce qu'on appelle des empires. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est un territoire obtenu par la conquête coloniale, sur lequel on a droit de vie et de mort sur les populations, et on a droit de préemption sur toutes les richesses. Ainsi vont naître les empires portugais. En Afrique, des pays comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe vont tomber entre les mains, eh bien, de ces grands criminels négriers coloniaux. Ainsi va naître l'Empire français. Une quinzaine de pays, plus d'une quinzaine de pays africains vont tomber sous le contrôle, eh bien, des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qui ont perpétré la colonisation, les colonisations françaises. Je ne vous citerai pas ici la liste fastidieuse des territoires qu'ils vont s'octroyer. Ainsi va se constituer l'Empire britannique. Ainsi va se constituer l'Empire, eh bien, italien. Ainsi vont se constituer les empires. Car en fait, l'impérialisme, c'est la domination sur la base du principe de l'impérium. Je ne me contente pas de posséder mon pays, je possède le tien. J'intègre le tien dans le mien, mais en le plaçant en position de vassal. À ce moment-là, on est dans un empire. Mais pourquoi les impérialistes ont-ils constitué les empires? Mais parce que la colonisation ne leur permettait pas de rentabiliser de façon maximale les conquêtes négrières et les conquêtes coloniales. L'empire leur permettait de constituer un système du monde, un ordre du monde dans lequel ils seraient tout naturellement des grandes puissances. Tout ce qu'on appelle globalement dans la terminologie politique les grandes puissances du monde, bien souvent ont été constituées par des actes coloniaux et des actes impérialistes. Si vous regardez aujourd'hui la composition du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, vous y retrouvez ceux qui se sont donc justement repartagé le monde à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945. On les a appelés les 5 grands. Mais en quoi étaient-ils grands? Une bonne partie de ces grands n'étaient grands que par la traite négrière. Une bonne partie des 5 grands n'étaient grands que par la barbarie des pénétrations coloniales du 18e, 19e, 20e siècle. Une bonne partie de ces grands n'étaient grands que pour avoir organisé le pillage de masse de territoires du monde dont ils ont décrété qu'ils étaient faits de zones d'influence, de précarés, de chasse gardée. Il y a 5 membres du Conseil permanent de sécurité. Et parmi les 5 membres, il y en a 3 dont l'Empire s'est constitué essentiellement au détriment d'autres pays du monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique, dont l'Empire est essentiellement constitué de l'extermination des Indiens d'Amérique et de l'esclavagisation des Noirs d'Afrique. Sans ces 2 conditions, il n'y a pas les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'objection Geronimo, du nom d'un grand chef indien d'Amérique, résistant, et on doit l'appeler, et bien sûr, l'objection, si vous voulez, Martin Luther King, du nom de l'un des grands défenseurs de la cause, eh bien, des Africains ségrégués, jusqu'à ce jour aux États-Unis. Vous prenez la puissance française, elle n'est devenue un empire et une grande puissance qu'à travers la colonisation et à travers la constitution de son empire par la confiscation des richesses de ses colonies. Vous enlevez à la France les territoires conquis par la traite négrière, les territoires conquis par les colonies. Si vous enlevez cela à la France, les territoires qu'elle avait sous son empire, si vous lui enlevez les territoires qu'elle a encore sous le contrôle de son fameux franc CFA,
la France cesse d'être ipso facto une grande puissance. Et c'est un fait qui ne peut être contesté par personne en France. C'est un fait qui ne peut pas être contesté, qui peut être contesté par personne en France. D'autant plus que c'est un fait qui a été très courageusement documenté par le président français Jacques Chirac, que je citerai, s'il le faut, tous les jours, jusqu'à ce que l'Afrique soit entièrement libérée. Monsieur Chirac, venez ici. D'où vient la fortune que nous avons précisément, d'où vient la fortune que nous avons aujourd'hui en France? Il faut qu'il le rappelle, pour qu'on sache d'où vient la grande puissance française. Il faut que les gens sachent d'où vient la grande puissance française, quand on parle de puissance. Monsieur Chirac, vous êtes là? En général, vous n'êtes pas loin. Sortez exceptionnellement de votre tombe pour dire le mantra qui énerve ceux seuls qui n'aiment pas la vérité. Il est là, Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Quant à la Grande-Bretagne, c'est évident qu'elle n'est devenue une grande puissance que quand, grâce à sa flotte, elle a vécu de la traite négrière et elle s'est étendue sur l'Asie, s'emparant de la Chine, de l'Inde, du Pakistan. Elle s'est jetée sur l'Afrique, s'emparant de territoires entiers qu'elle a décidé, elle a décrété territoire britannique, au prix de guerres sanglantes, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, pour lesquels il n'y a pas encore eu l'ombre d'un début de procès. Il reste 2 des 5 grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces 2 autres puissances se caractérisent par le fait de n'avoir jamais colonisé les Africains. C'est la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Jamais les Russes, jamais les Chinois n'ont forcé les Africains à être leur propriété. Jamais les 2 puissances en question. On peut critiquer l'expansionnisme économique de la Chine, on peut critiquer l'intérêt de la Russie pour les gains qu'elle peut tirer de sa coopération africaine. On ne pourra jamais, pour les Africains, présenter la Chine et la Russie comme des puissances colonialistes ou impérialistes. Du point de vue de l'Afrique des libertés, la Chine et la Russie ne sont pas, n'ont jamais été des puissances négrières ou des puissances colonialistes. Donc, leur puissance ne s'est pas constituée au détriment des Africains. Elle ne s'est pas constituée sur le dos des Africains. Ces puissances-là, la Fédération de Russie et la Chine, ont élaboré des stratégies propres. Mais il n'y a pas une Afrique chinoise et il n'y a pas une Afrique russe. Pourquoi? Parce que ces puissances n'ont pas pris des armées pour s'attaquer à nous. Bon, très bien. Maintenant, on va s'intéresser à nouveau à la question du conflit israélo-iranien. Puisque cette puissance-là, et notamment ici donc les puissances occidentales, à savoir donc la puissance américaine, la puissance britannique, la puissance française, n'ont prospéré que par la traite négrière, les colonisations et l'impérialisme. Qu'est-ce qui explique leur attaque en cette année 2025 contre l'Iran? Exactement les mêmes causes et les mêmes effets que depuis le XVIe siècle. On attaque l'Iran parce que l'Iran est un pays de grande civilisation qui a à sa tête un gouvernement patriotique et nationaliste déterminé à faire usage des richesses iraniennes pour la puissance iranienne. On peut critiquer le régime des mollahs. Encore qu'il faut se méfier de reproduire, de répéter la dictée occidentale sur ce régime. Si on se place du point de vue de l'Occident, l'Iran est une dictature affreuse. N'est-ce pas? Sauf que l'Iran n'a jamais jeté 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques, le 6
et le 9 août 1945 à Nagasaki et à Hiroshima. L'Iran n'a jamais fait ça. Mais pourtant, on nous présente l'Iran comme le pire régime qui est sur la terre. Comment l'Iran peut-il être le pire régime qui est sur la terre alors que l'Iran n'a jamais pris une bombe atomique pour jeter sur une ville? Un régime qui a pris la bombe atomique et qui l'a jetée sur une ville, qui l'a jetée sur 2 villes, avec 3 jours de réflexion entre les 2 actes, est-ce qu'il y a plus monstrueuse puissance que celle qui a fait cela? Non. Je donne un deuxième exemple de barbarie qui a été perpétré sur cette terre. Ce n'est pas l'Iran qui l'a fait. Il y a un régime là qui a provoqué, qui a éliminé, qui a exterminé 6 millions de juifs. 6 millions de juifs en Europe. Est-ce que c'est l'Iran? Parce que ici en Occident, quand on veut nous présenter la méchanceté sous sa forme absolue, on prend le génocide des juifs. Mais qui a génocidé les juifs d'Europe? Qui a organisé le génocide des juifs d'Europe? C'est le régime allemand de Adolf Hitler. Oui ou non? Provoquant d'ailleurs une guerre mondiale effroyable avec 66 millions de morts. Là encore, ce n'est pas le nom de l'Iran qui sort. L'Iran n'a jamais provoqué, n'a jamais exterminé 6 millions d'habitants de cette planète, d'un pays étranger. L'Iran est connu comme une république qui se bat contre ceux qui l'attaquent. Donc d'abord, quand vous regardez l'Iran, et pour vous regarder ceux qui attaquent l'Iran, vous vous rendez compte que ceux qui attaquent l'Iran ont commis plus d'actes barbares que l'Iran. Dans l'histoire récente du XXe siècle, qui a armé l'Irak de Saddam Hussein pour attaquer l'Iran pendant pratiquement 8 ans dans les années 80, afin d'empêcher l'Iran de vivre son modèle de société comme il l'entend? Qui a armé l'Irak contre l'Iran? J'espère que vous savez que c'est la coalition occidentale, la même qui a réduit les Africains en esclavage, la même qui a organisé les grandes invasions coloniales. C'est cette même coalition qui a armé l'Irak dans les années 80 pour combattre l'Iran et empêcher l'Iran de développer son modèle de société. Et tout faire pour que l'Iran se soumette aux règles commerciales de la coalition occidentale. Pendant pratiquement 10 ans. Et je m'en souviens, mon adolescence a été marquée par les images de la guerre Irak-Iran. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés ont utilisé l'Irak dans les années 80 contre l'Iran, comme ils utilisent aujourd'hui l'Ukraine contre la Russie, comme ils utilisent Israël contre l'Iran, comme ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda contre la République démocratique du Congo, comme ils utilisent Taïwan contre la République populaire de Chine. Ils ont fait ça. Je me souviendrai des images des êtres humains mourant sous l'usage d'armes chimiques lors de cette guerre atroce. Saddam Hussein, que vous avez vu pendu au début des années 2000 par la volonté des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN en général, Saddam Hussein que vous voyez là, a d'abord servi les intérêts les occidentaux contre l'Iran, avant de se rendre compte que ce pourquoi il s'était sacrifié ne lui valait pas d'être considéré comme un ami de l'Occident, mais simplement comme un misérable valet. Quand Saddam Hussein a osé faire objection à cela, ses maîtres se sont retournés contre lui. Ils l'ont arrêté dans un trou. Ils l'ont pendu haut et court. Sans pitié. Et ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Donc, il faut que l'Afrique voit très bien que c'est la même coalition qui se déplace partout sur la terre pour imposer d'abord le chaos et ensuite son ordre. C'est une coalition qui utilise le chaos comme un moyen pour faire régner l'ordre. Il y a une excellente chercheure, elle s'appelle Naomi Klein, et qui a écrit un livre sur ce qu'elle appelle Disaster Capitalism, le capitalisme du désastre. Cherchez le livre de Naomi Klein. Disaster Capitalism, le capitalisme du désastre. L'instrumentalisation du désordre comme moyen de conquête. C'est la même doctrine que la guerre préventive dont je vous parle depuis. Donc l'Iran est attaqué au motif que l'Iran est en train de développer une expertise dans le domaine nucléaire. Mais
le pays qui attaque l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël. Il n'en a pas été empêché par l'Iran. Il n'en a pas été empêché par les États-Unis. Autour de l'Iran, d'autres pays possèdent l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Inde. L'Iran n'a pas attaqué l'Inde parce que l'Inde a l'arme nucléaire. Le Pakistan possède l'arme nucléaire. L'Iran n'a pas attaqué le Pakistan parce que le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Chine a l'arme nucléaire. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. On décide que parce que l'Iran ne fait pas les 4 volontés de la coalition occidentale, il faut que l'Iran, lui, soit empêché de développer son programme nucléaire. Mieux que l'Iran soit empêché d'avoir un nucléaire militaire. Voilà la décision qui est à l'origine de la guerre Israël-Iran, qui n'est rien d'autre en fait que la guerre OTAN-Iran. Bon, très bien. Quand cette guerre a commencé, je dois avouer que nous sommes une majorité qui se disait, ça y est, ils vont écraser l'Iran comme ils ont écrasé l'Irak. Ils vont écraser l'Iran comme ils vont écraser l'Irak. Nous disions, nous, pourquoi? Parce que quand vous voyez l'armada de l'OTAN qui est déployée autour de l'Iran, franchement, vous devez tirer un chapeau aux Iraniens d'être encore debout. À l'État iranien d'être encore debout. L'Iran est encerclé d'une vingtaine de bases militaires américaines. L'Iran est encerclé par des navires de guerre américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé par des sous-marins lance-missiles américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé dans cette situation depuis les années 80. Depuis les années 80, l'étau de l'OTAN autour de l'Iran n'a cessé de se resserrer. Donc quand Israël a engagé la guerre contre l'Iran, on a bien compris que c'était un mécanisme comparable à la provocation organisée contre l'Irak à travers le Koweït dans les années 90. Vous savez, pour piéger Saddam Hussein, l'OTAN, et notamment donc la coalition anglo-américaine, a provoqué un conflit entre le Koweït et lui. Quand Saddam Hussein s'est attaqué au Koweït, la coalition occidentale en a profité pour détruire l'Irak, pour attaquer l'Irak, jusqu'à parvenir à tuer Saddam Hussein. Bon. Quand cette affaire a commencé, je crois que nous sommes nombreux ici rassemblés qui nous disions que, oh mon Dieu, pauvre Iran, il ne s'en tirera pas. Tels qui sont agglomérés sur lui, c'est mort. Mais en fait, les événements prouvent que la coalition occidentale s'est trompée sur l'Iran à 3 niveaux. Premier niveau, ils se sont trompés sur le degré d'adhésion du peuple iranien au régime iranien actuel. Le degré d'adhésion. L'opinion occidentale aime à nous donner l'image d'une république d'Iran dont le régime serait honni par la majorité de ses citoyens. Cette réalité ne correspond pas au vécu des Iraniens. Et quelle est la raison pour laquelle la majorité du peuple iranien soutient le gouvernement iranien actuel? Vous savez, la raison est toute simple. Hein? C'est que les dirigeants iraniens actuels, là, ils ne volent pas l'argent de l'Iran pour venir le cacher en Europe. Ils ne volent pas l'argent de l'Iran pour venir le cacher en Amérique. Même si ce n'est pas un régime, on va dire des saints, un régime pur, un régime où il n'y a pas de corruption. Les dirigeants iraniens, ils ont toute leur prospérité chez eux en Iran. L'argent de l'Iran est utilisé pour construire l'Iran. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, que on a beau se plaindre de l'autoritarisme du régime iranien, on a beau se plaindre de sa corruption, il a un point fondamental. L'Iran est dirigé par des gens qui investissent leur argent en Iran, qui investissent la richesse de l'Iran en Iran. Le premier bénéficiaire des richesses de l'Iran, c'est le peuple iranien. Et ça, c'est un élément de différence avec l'Irak. Le régime irakien a été facile à casser, le régime syrien a été facile à casser, parce que une bonne partie des richesses qui étaient produites en Irak, même sous Saddam Hussein, une bonne partie des richesses qui étaient produites en Syrie, même sous Bachar el-Assad, étaient des richesses planquées à l'étranger, par les oligarques du régime. Les dirigeants iraniens actuels savent qu'ils n'ont pas d'autre pays où aller dans le monde. Ils ont juré
depuis leur prise de pouvoir en 1979, que tout le bien qu'ils peuvent faire là, dans le monde, ils vont le faire dans leur pays. Tout le mal aussi que eux ils peuvent faire dans le monde là, ils vont le faire dans leur pays. Quand vous avez une élite politique qui investit tout ce qu'elle possède dans son propre pays, il vous est difficile de couper le cordon ombilical qui lie cette élite à son peuple. Écrivez ça. Voilà la première erreur. La coalition occidentale s'est trompée sur l'Iran parce qu'en réalité, il y a une adhésion profonde. Il y a une solidarité destinale entre le peuple iranien et ses dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont des dirigeants qui n'exproprient pas le peuple pour aller planquer leurs richesses à l'étranger. Ça ne marche pas comme Zelensky en fait, en Ukraine. L'élite ukrainienne par exemple est faite de gens qui sont riches en millions de dollars, mais dans les paradis fiscaux à l'étranger. D'où l'absence de symbiose totale entre le peuple ukrainien et ses dirigeants actuels. Mais si vous regardez, même un homme aujourd'hui à la tête de la Russie, c'est l'un des secrets de Poutine à la tête de la Russie. Mais l'argent de Poutine, vous allez le prendre où à l'étranger? Si vous cherchez l'argent de Poutine à l'étranger, vous allez le prendre où? Chez qui? L'Occident a cru pouvoir agir sur la Russie à travers l'argent des oligarques russes. Mais les oligarques russes, leur fortune à l'étranger n'est rien à côté de leur fortune en Russie. Les Russes sont d'abord riches. Quand ils sont riches en Russie. Fortement riches en Russie. Vous comprenez la connerie de nos dirigeants africains qui ramassent des centaines de milliards, des milliers de milliards en Afrique et les amènent pour les planquer en Suisse, les planquer dans les îles Caïmans, les planquer aux États-Unis, ne sachant pas que cet argent est perdu pour toujours. Donc l'erreur de la coalition occidentale, c'est d'avoir sous-estimé le lien entre le peuple iranien et ses dirigeants. Ce lien, il est celui de la solidarité socio-économique entre l'élite et la masse populaire. Cette guerre nous a permis de voir des images de Téhéran que nous allons visiter bientôt. Mais l'Iran, mais c'est un pays développé. C'est un pays qui se développe. C'est un pays dont les fils et les filles investissent massivement chez eux et en lui-même. Deuxième erreur, les Occidentaux ont sous-estimé la profondeur de la civilisation iranienne. Les Iraniens sont certes un peuple métissé de plusieurs autres peuples, mais ce sont un peuple héritier de la grande civilisation de la Perse. Et la civilisation perse a précédé la civilisation occidentale. C'est une civilisation qui a une expérience multimillénaire de l'ordre politique, une expérience multimillénaire de la religion, une expérience multimillénaire de la création des biens et services économiques. Les Iraniens sont un peuple de grande culture. Et écoutez, ne serait-ce que la manière de chanter de la langue iranienne. C'est l'une des plus belles langues que je connaisse dans le monde. Toutes les langues sont belles. Mais quand moi j'entends les Iraniens parler, j'ai le sentiment qu'ils chantent. Écoutez l'Iranien. Écoutez même simplement les Iraniens chanter. Écoutez les musiciens iraniens, les poètes iraniens. Lisez les sages des religions de l'Iran, même avant l'islam. Lisez les sages de la religion du zoroastrisme, par exemple, qui est une religion de l'Iran. Allez découvrir une grande civilisation. Plus ancienne que les civilisations anglo-américaines. Les civilisations occidentales qui l'affrontent. Donc, les Iraniens ne sont pas un peuple qui sont en béatitude devant la civilisation de quelqu'un d'autre. Ils aiment leur civilisation. Ils la connaissent, ils la cultivent. Ça a été la deuxième erreur. Les gens là, ils ont des raisons de s'aimer eux-mêmes. Ils ont une très belle histoire. Ils ont une profondeur dans le siècle des siècles qui échappe aujourd'hui à la majorité des populations occidentales. Deuxième erreur. Troisième erreur, on a donné l'impression qu'il suffisait de tuer 9 savants spécialistes du domaine nucléaire en Iran pour que tout le domaine de la recherche scientifique et technologique de l'Iran soit balayé. C'est une erreur fatale. Car l'Iran a investi depuis très longtemps dans la formation spécialisée de sa jeunesse. L'Iran ne possède pas des milliers d'ingénieurs, mais des centaines de milliers d'ingénieurs.
C'est un pays qui a des centaines de milliers d'ingénieurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre fin à la recherche scientifique iranienne en tuant 10 scientifiques iraniens. C'est impossible. Donc, la troisième erreur, ça a été de sous-estimer la civilisation techno-scientifique de l'Iran. Ils ont formé des centaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens. Y en a-t-il un qui tombe que déjà un autre se lève? Le niveau de formation scientifique et technologique en Iran est très élevé. L'Occident s'est trompé. Il croyait s'adresser à un peuple qui aurait 2 ou 3 savants avancés. Non, l'Iran n'a pas besoin d'importer des cerveaux. Il est garni de cerveaux. Ça, c'est le troisième niveau. Troisième erreur fatale, pour laquelle l'Occident est en train de mordre la poussière. Quatrième erreur fatale, qui explique qu'aujourd'hui, l'Occident se comporte comme un coach d'un combat de boxe dont il était en même temps arbitre. Parce qu'en fait, Donald Trump, c'est un coach arbitre d'un combat de boxe de poids lourd entre Israël et l'Iran. Donald Trump, là, c'est le coach d'Israël, mais en même temps, c'est lui qui a arbitré le combat. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui arbitre un combat alors qu'il est le coach de l'un des boxeurs. Bon. Parlons maintenant de la question militaire. J'ai écumé les informations militaires. L'Occident n'avait pas prévu que l'Iran soit capable de répliquer sévèrement à l'armée d'Israël. Ils avaient pris l'Iran, ça ne fait rien. Ils ont pris... C'est-à-dire que je comprends pourquoi l'Iran s'est calmé, s'est tu quand Israël écrasait le Hezbollah. L'Iran s'est tu quand Israël écrasait le Hamas. Le fait que l'Iran se soit tu pendant qu'Israël écrasait le Hezbollah et le Hamas a contribué à donner au gouvernement israélien l'illusion que l'Iran avait peur de lui. Or, quand tu crois que quelqu'un a peur de toi, alors que lui t'attend au courbon, la surprise est totale. Vous avez vu comment Israël a disposé du Hamas. Vous avez vu comment Israël a décapité le Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah, qui sont pourtant, entre autres, des alliés, étaient des alliés de l'Iran. Une partie du Hamas ayant aussi même été suscitée par les services secrets occidentaux, les services secrets israéliens, pour casser l'organisation de la libération de la Palestine, de Yasser Arafat, de Mahmoud Abbas, qui quant à elle était une organisation de libération au-delà de l'idéologie religieuse. Bon, ce serait une autre conférence à donner pour expliquer les manipulations de la question palestinienne par les impérialistes occidentaux. Je ferme cette petite lucarne. Je reviens dans l'axe, la question de l'erreur d'appréciation militaire. Puisque l'Iran a fait chapeau bas, profil bas, quand on tapait sur le Hezbollah, jusqu'à tuer Nasrallah, l'Iran n'a rien dit. Le monde entier s'est même moqué de l'Iran, en disant, oh, les Iraniens qui disaient que vraiment celui qui attaque le Hezbollah a affaire à eux, ouais, les Iraniens, ils ont laissé tuer Nasrallah comme ça. On a pris le mouvement palestinien du Hamas, on a taillé le Hamas en 1000 morceaux. Israël est même allé tuer l'un des principaux leaders du Hamas, Haniyeh, en plein Téhéran. L'Iran a répliqué de manière tellement molle que tout le monde a pensé que l'Iran faisait ça parce que l'Iran a peur d'Israël, parce que l'Iran ne peut pas affronter Israël. L'Iran a fait comme ça. L'Iran a fait comme ça. Donc, voici donc Israël qui monte sur l'Iran avec la certitude que une ou deux frappes, et voilà les Iraniens qui pleurent, et voilà les Iraniens qui supplient, et voilà les Iraniens qui se soumettent. Israël a engagé l'agression. Or, c'était l'erreur fatale à ne pas commettre. Car pour la première fois, le monde entier a vu la puissance israélienne frapper, sévèrement frapper. Pour la première fois, on a vu des foules dans les villes israéliennes en train de fuir Israël. Pour la première fois, les Palestiniens et les Gazaouis ont vu Israël dans la situation où Israël a placé depuis plusieurs décennies le Liban, la bande de Gaza et même l'enclave de Ramallah. L'état dans lequel Israël et les groupes terroristes du Moyen-Orient ont mis la Syrie. On a vu Israël devenir un pays en lambeaux, comme Gaza, comme le Liban ou comme la Syrie. Les premiers à avoir été surpris de voir des missiles iraniens
transpercer le fameux dôme de fer, ça a été les Israéliens eux-mêmes. Parce que jusque-là, il y avait le mythe d'une supériorité militaire israélienne sur l'Iran. Et ce mythe a été savamment entretenu par la patience de l'Iran. La patience de l'Iran qui faisait semblant avoir peur d'Israël. Oh non, ah, vous avez encore frappé, ah là là, vous voyez comment ils nous frappent. Là, pour la première fois, le mythe de l'intouchabilité d'Israël, de l'infrappabilité d'Israël a été pulvérisé. Et c'est au moment où Israël, et notamment la population israélienne, commençait à se révolter contre le gouvernement de Netanyahou. C'est à ce moment que Netanyahou cria et appela au secours, comme d'ailleurs la population israélienne, le véritable parrain de l'agression contre l'Iran, les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique entrèrent également dans la partie avec l'intention d'intimider l'Iran, d'effrayer l'Iran. Donald Trump nous disait, quand je vais frapper l'Iran, il n'osera pas répliquer. Erreur. Deuxième erreur. Les États-Unis bombardent l'Iran, violant complètement le soi-disant droit international. Que fait l'Iran? L'Iran a répliqué contre les États-Unis. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre-là qui pouvaient dire l'Iran peut viser les bases militaires américaines. L'Iran a répliqué d'abord contre Israël, il a continué à répliquer, mais il a répliqué contre les États-Unis. Alors, ce quatrième point, qu'est-ce que cela prouve? Que l'Iran a développé une capacité militaire qui n'avait été soupçonnée par aucun de ses adversaires. L'Iran a développé une capacité militaire qu'aucun de ses adversaires n'avait soupçonnée. Est-ce que c'est clair? Parce que quand l'Iran s'est mis à répliquer à Israël, Israël a paniqué. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran et que l'Iran s'est mis à répliquer aux États-Unis, les États-Unis ont paniqué. Vous savez pourquoi ils ont paniqué? Parce que, en fait, l'embrasement du Moyen-Orient entraînerait ipso facto la destruction de toute l'infrastructure militaire dans la sous-région. Les États-Unis ont pris conscience pour la première fois qu'ils étaient entourés de solides adversaires, voire ennemis, au Moyen-Orient. Voilà pourquoi Donald Trump correspond justement à la métaphore que je vous ai proposée. La guerre entre Israël et l'Iran est en fait une guerre de l'OTAN contre Israël. Donald Trump, qui est le patron de l'OTAN, la grande puissance de l'OTAN sont les États-Unis, est dans cette guerre dans la position d'un arbitre d'un combat de poids lourd. Mais un arbitre partisan. Donald Trump et les États-Unis représentent donc le coach d'Israël. Le combat a commencé. Israël prend des KO. À chaque échange de coups de poing, Israël est par terre. À un moment donné, Israël par terre regarde le coach, qui est en réalité son complice. Il regarde Donald Trump et dit: Trump, tu vas me laisser tuer par le gaz. Donald, will you let him kill me? Donc, le poulain des États-Unis, Israël, a tellement fait pitié à Donald que Donald Trump a décidé de mener une campagne d'intimidation contre celui qui cognait fortement son protégé. Une campagne d'intimidation. Et cette campagne est l'une des plus marrantes de l'histoire. Non seulement Trump a dit où il va frapper, ce qui a permis aux Iraniens de déplacer toute l'infrastructure nucléaire et de la mettre en sécurité, mais quand il a frappé, il en a profité pour jeter l'éponge en disant que la guerre est finie. Mais pourquoi la guerre est-elle finie? Pourquoi Donald Trump jette-t-il l'éponge? Il jette l'éponge parce qu'il n'avait pas prévu que l'Iran serait capable de répliquer militairement à la fois à Israël et aux États-Unis. Il jette l'éponge parce qu'il s'est rendu compte que l'Iran n'est pas tout à fait seul. La capacité de réplique de l'Iran indique que les alliés de l'Iran ne l'ont pas abandonné. L'Iran a choisi de mener personnellement sa défense. Il n'a pas voulu impliquer frontalement la Fédération de Russie et la Chine. Mais la Fédération de Russie et la Chine aident l'Iran. Je vais vous donner un indice que j'ai trouvé. C'est une déclaration directe du président Vladimir Vladimirovich Poutine. Recevant le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou, Vladimir Poutine a dit la chose suivante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les dirigeants américains. J'ai appelé le dirigeant israélien et j'ai appelé le dirigeant iranien. À eux tous,
Moi, Poutine, j'ai dit que la Russie était en coopération étroite avec la République d'Iran dans le domaine nucléaire et que nous avions des centaines d'ingénieurs russes qui travaillent actuellement dans les centrales nucléaires iraniennes pour aider l'Iran à développer son programme. J'ai dit au président américain, au premier ministre israélien et au président iranien que je ne voyais pas d'un bon œil l'idée que l'on puisse tirer sur les infrastructures nucléaires dans lesquelles travaillent les savants russes, amis et alliés de l'Iran.